Raphaël Ezraï est né en 1925 dans une famille nombreuse. Ses parents ont immigré de Turquie où ils avaient été élevés dans la langue et la culture française. La famille vit à Lyon. À 11 ans, Raphaël adhère aux éclaireurs israélites, les EI. Le scoutisme le marque profondément et c'est dans ce cadre qu'il entrera dans la résistance. Il prépare alors à la fac de Lyon le concours d'entrée à l'école centrale. La ville est sous occupation allemande depuis novembre 1942. Raphaël est spécialisé dans la confection de faux papiers. Il est arrêté le 8 janvier 1944. Et puis, je suis tombé dans une souricière. Je suis tombé dans une souricière et j'ai été arrêté, j'allais dire, avec armes et bagages, quoi, en plein. Il n'y avait pas d'erreur possible. Et comme malheureusement, j'avais ma carte, évidemment, de Raoul Paul Cabanel et que les papiers de l'école reflétaient ma véritable identité, en sortant de la faculté, ça n'a pas été très très difficile à se rendre compte que j'étais juif, ou d'ailleurs on m'a dit déculotte-toi, n'est-ce pas? Et j'ai donc été arrêté par la milice et la Gestapo parce que c'était quand même une assez grosse affaire. Ils ont trouvé beaucoup de matériel. Et oui. Votre résistance s'est faite exclusivement dans le cadre des EI? Non, je vous dis pas tout à fait dans le cadre, pas uniquement dans le cadre des EI, puisque j'appartenais aussi à l'organisation de combat. J'avais aussi travaillé en faisant toujours des faux papiers. Hein. Ma grande spécialité, c'était ça. Je faisais surtout des faux papiers pour le lieutenant Alouche, avec qui je transmettais, qui avait été d'ailleurs l'un des gardes du corps de Jean Moulin. Enfin, bon, différentes choses de ce genre. Est-ce que votre arrestation a eu des répercussions sur votre famille? Est-ce que d'autres frères Non. ont été... Alors, lorsque j'ai été arrêté, j'ai été arrêté par la milice et la Gestapo et par un milicien très connu qui s'appelait Gueule Tordue. Enfin, qu'on a appelé Gueule Tordue, qui était Francis André, et toute l'équipe qui ensuite était l'équipe de Barbie, en fait. Et à Drancy, on avait séparé, il y avait les hommes et les femmes, bien sûr, et je me trouve dans une espèce de chambrée, si on peut appeler ça comme ça, avec deux jeunes garçons qui venaient de la région de Bayonne. C'était Henri et René Badour, l'un avait 13 ans et l'autre avait 15 ans. Et je les vois avec un insigne scout, mais scout de France, non pas EI, scout de France. Je dis, comment, vous êtes tous les deux, vous êtes scout de France, qu'est-ce que vous faites là? Etc. Alors ils me disent, on nous a pris pour des juifs, et peu de temps après, je vois venir leur sœur, qui était là, qui avait été arrêtée avec elle. Et je raconte cet épisode parce que, pour être bref, ces trois personnes qui venaient de Bayonne avaient été arrêtées parce qu'on était venu chercher le père, le grand-père et la grand-mère de ses enfants. Les deux parents, ses enfants eux-mêmes étaient orphelins, les trois enfants étaient orphelins. On était venu chercher le grand-père et la grand-mère qui étaient juifs, les trouvant malades. C'est donc sous l'égide de Papon, ça. Pour avoir le compte, on a dit on va emmener les deux enfants. Alors la troisième personne, qui était la jeune fille, qui s'appelle Liliane, a dit, moi je ne peux pas laisser mes deux jeunes frères, je pars avec. Alors ils étaient tous les trois baptisés, ayant fait leur première communion. Enfin, ce n'étaient pas des faux chrétiens, c'était devenus des vrais chrétiens. D'autant plus que le père n'était pas juif, bon, etc., etc. Et ils se sont retrouvés à Drancy, puis ont été déportés avec nous. Et les deux enfants ont été gazés immédiatement. Alors je raconte cette histoire parce que la personne en question est devenue ma femme et que j'ai connu ces deux enfants et cette famille
dont le père était lui-même gazé de la guerre de 14, enfin dans les tranchées, était mort des suites de la guerre de 14. Donc toute cette famille a été totalement décimée alors qu'elle n'était pas juive. Je n'ai pas spécialement souffert à Drancy, si ce n'est que je croyais que je devenais amoureux, en fait. J'avais jamais vu de fille, et je voyais cette fille que je trouvais comme très belle. Bon, bref, ce qui me faisait souvent penser à elle. Et nous avons donc été, en ce qui concerne les hommes, rasés, les cheveux ont été coupés avant de partir. On disait partir vers l'Est où on allait travailler. Et moi, j'avoue que j'étais très sceptique. Je me dis, je travaillais. J'avais manifestement l'idée qu'on pouvait nous tuer. Et c'était une des hypothèses que je n'excluais pas, compte tenu de ce que je savais. Et c'est ainsi que nous avons quitté Drancy le 3 février 1944. Est-ce que vous pouvez un petit peu raconter comment s'est passé le départ ? Ce qui me reste de mémoire du départ. Nous sommes partis en autocar, et moi j'avais encore la même chose. Je cherchais toujours, est-ce que je peux avoir une lime? Est-ce que je peux essayer? Toujours l'idée d'essayer de partir en me disant, mais c'est tellement, ça serait dire si on pouvait partir. Alors, on a été convoyé par qui est-ce qu'on a été convoyé jusqu'à la gare? Je ne me souviens pas. En tout cas, à la gare, il y avait la SS. C'était uniquement, je parle à la gare de Paris, là, à Bobigny. Les SS étaient là et les choses ont complètement changé. Autrement dit, entre la manière dont le comportement était à Drancy et l'arrivée à la gare, tout commençait à basculer. On avait préparé les convois, enfin les wagons, on avait été désignés par wagon. Il y avait des SS partout, enfin je pense c'était des SS partout, il y avait des chiens, je m'en souviens très bien. Et bon, on a été poussé dans ces wagons avec le discours suivant. Si un s'évade, tout le wagon sera fusillé. C'est là où l'on commence à se rendre compte que cette vie collective fait tomber, je dirais, fait tomber la pudeur des uns et des autres suivant le degré de culture ou de sentiment que l'on en a. On est obligé d'être avec tout le monde, devant tout le monde, avec tout ce que ça comporte. Puis ensuite, ça devient un peu dans la fange, et bon, jusqu'à ce qu'il arrive le premier mort qui se produit, bon, comme c'est arrivé. Au milieu du transport, je me souviens, le train s'est arrêté, ils ont ouvert, je crois qu'on nous a donné de l'eau. Et alors, ce dont je me souviens alors très très fortement, ce sont les SS qui sont rentrés, enfin 2 ou 3 SS qui ont demandé toutes les cigarettes et des montres. Alors, donnez-nous les cigarettes, de toute façon, ils nous ont dit, de toute façon, soyez tranquilles, vous serez obligés de nous les donner après. Alors, donnez-nous des cigarettes. Pour ceux qui en avaient, ils en ont donné. Bon, on se rendait compte que rien n'était tendre. Et bon, le wagon s'est refermé avec toute cette lourdeur. Et moi, je me souviens, j'étais dans un coin. Nous étions très serrés. Je ne veux pas insister sur tous ces points qui sont très connus. Je dirais que j'étais même un peu assoupi lorsque le matin du 6 février, tout d'un coup, les wagons sont ouverts. J'ai eu le sentiment de sortir un peu d'une torpeur personnelle parce que j'avais pas pu m'évader. Allons, disons la vérité, je pensais à cette fille. C'était assez extraordinaire, mais c'est comme ça. Et puis, elle n'a pas été déportée avec vous, elle? Si, dans le même convoi. Elle était dans le même convoi, dans le même wagon? Non, pas du tout. Non, dans le même convoi.
Et tout d'un coup, en sortant de cette torpeur, on est arrivé dans un autre monde. Il était très tôt, et lorsque les wagons se sont ouverts, on a rencontré les hurlements, et pour moi c'était les Monvaux, les Schnellos, etc. Les pauvres personnes essayant de tirer leurs valises. On essayait de les aider. Manifestement, dans toutes leurs valises, il y avait leur âme, mais on leur arrachait, on leur demandait de laisser leurs valises. Tout était là, et personne ne se rendait bien compte de ce qui se passait. Semblait vraiment... on était tombé dans un autre univers. Vraiment, l'univers avait totalement basculé. Et il y avait un camion de la Croix-Rouge qui était là, avant qu'on forme les colonnes, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, les vieillards, et on disait ceux qui ne peuvent pas marcher, les vieillards, qu'ils aillent vers les camions de la Croix-Rouge. Bon, moi j'étais seul, là encore, j'avais probablement une vision différente de celui qui perdait sa femme, qui voyait partir sa femme d'un côté en lui disant « mais vous allez les retrouver ». Et là, il s'est passé, alors je raconte une histoire que j'ai vue, et qui est celle qui est devenue ma femme, qui est d'ailleurs assez extraordinaire, c'est qu'elle ne voulait pas se séparer de ses deux frères, Henri et René. Et donc, elle est partie, après avoir été choisie pour entrer dans le camp des femmes, elle est quand même partie pour suivre ses frères. Et là, un SS est venu, elle l'a pris comme ça, elle l'a pris avec force, et l'a balancé, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, dans la colonne qui devait rentrer au camp. Alors, cet SS lui avait sauvé la vie, en fait. Bon, il y a eu toute une série de scènes. Bon, je crois qu'elles ont suffisamment été décrites, c'est pas peine d'en parler. Enfin, en ce qui me concerne, pour entrer au camp, on m'avait mis à porter les tinettes, et je me suis coltiné les tinettes entre la gare d'Auschwitz et le camp. C'était long, c'était lourd, c'était difficile. Et quand nous sommes rentrés au camp, j'ai eu un sentiment de... Je ne me rendais pas compte. Je me suis dit, mais c'est pas tellement mal ici. Je parle de Auschwitz I. La survie de chacun d'entre nous était due à plusieurs choses. Mettons que la première, c'était la chance. Sans elle, beaucoup d'entre nous ne serions pas revenus, et il y en a tellement peu qui sont revenus. La solidarité qui souvent aidait cette chance. Et la solidarité, elle existait sous différentes formes. Il y a eu une solidarité organisée, et à Auschwitz en particulier, pour ceux qui appartenaient à un groupement politique. C'était votre cas? C'était pas mon cas. C'était pas mon cas. Alors, soyons clairs, c'était surtout une solidarité organisée pour les communistes. C'était pas du tout mon cas. Donc, je ne rentrais pas dans ce cadre-là. Il était également à remarquer, c'est que les autres résistants n'avaient pas d'organisation de ce genre, même les autres anciens résistants. Donc, c'était un regroupement par affinité, c'était un regroupement par jeunesse ou par contact ou par liaison, en fait. Et de ces contacts et de ces affinités sont nées beaucoup d'aides, et je pourrais en citer quelques-unes. À l'intérieur du camp, on ne pouvait pas se déplacer, c'était strictement interdit de se déplacer. Donc, en définitive, on avait toujours une vue extrêmement étroite de ce qui se passait. Un déporté, pratiquement, dans un camp d'Auschwitz qui avait 18 000 personnes,
avait un système très très limité, avait une vue très limitée. C'était son commando, le travail, les appels interminables, dont là aussi je ne pense que vous avez eu suffisamment de témoignages, et puis c'était pratiquement tout. Les soupes que nous avions, et puis les moyens d'organiser, alors disons les choses comme elles sont. Le camp d'Auschwitz était un camp qui était relativement riche. Riche malheureusement pourquoi? Parce que tous ceux qui arrivaient apportaient avec eux leur bagage et leur vie, ou leur vie et leur bagage. Et dans leur bagage, il y avait tout ce qu'ils avaient de plus précieux, et ce qu'il y avait aussi comme nourriture. Et tout cela était pris, organisé par un commando qui s'appelait le Canada, qu'on appelait le Canada. Et chacun sait que chaque fois qu'il y a des communautés humaines, quel que soit, je dirais, les systèmes de répression mis en place, il y a toujours des fuites qui se font, en prenant des risques considérables. Et compte tenu de cela, une certaine richesse existait. Il y avait d'abord une richesse qui était différente même parmi les SS, parce que les SS s'enrichissaient d'une façon considérable. Je suis allé à l'Union Werken, et étant manifestement assez bon mécanicien, un Waffen-SS épouvantable me prend pour travailler avec lui, pour fabriquer. Il avait pris une marotte, il s'était fabriqué, il se fabriquait un pistolet spécial en chrome-nickel. Chacun sait que le chrome-nickel est un métal très dur, et il voulait un mécanicien qui sache travailler. Je vais avec lui. Moi, j'avais deux choses, c'est-à-dire pas travailler beaucoup pour tenir, parce que je n'imaginais que moi je travaillais, plus je pouvais tenir. Deuxièmement, je n'avais pas envie de travailler pour les Allemands. Et puis, troisièmement, j'avais toujours faim. Et il est impossible de travailler quand on a faim. Moi, j'avais toujours une faim terrible. Et je dirais même enfin, et peut-être essentiellement, je ne comprenais rien de ce qu'il me disait, puisque je ne comprenais pas l'allemand. Alors, après avoir vécu une dizaine de jours comme ça avec lui, il est évident qu'il n'était pas content de mes services. Ça s'est traduit par des coups absolument épouvantables. Et après avoir été rossé de la manière dont ils avaient le secret, en particulier, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, par des coups de manchette. C'était une grande spécialité SS. Alors, il prenait comme ça, il vous donnait des coups de manchette, absolument, ce n'était pas des coups de poing, c'était des coups de manchette qui vous enlevaient, mais alors avec une force inouïe, comme on devait être absolument au garde à vous, il vous envoyait promener, c'était terrible. Surtout dans l'ambiance dans laquelle c'était, alors ensuite les coups de bâton, tout pleuvait. Et je me suis retrouvé comme ça, en commando, je me suis retrouvé dehors, grâce au ciel, toujours dans l'usine, mais à transporter des barres de fer dans l'hiver de Haute-Silésie, c'est-à-dire des hivers de -10, -15, -20 et même -25. Le tout avec des gants ou sans gants, et prendre des barres de fer par ces températures et les porter lorsqu'on n'est pas habillé et lorsqu'on a faim, on ne peut pas résister très longtemps. Alors la première solidarité est arrivée. Première solidarité tout à fait exceptionnelle. J'avais rencontré un camarade qui avait fait Supélec, qui est d'origine grecque, qui s'appelle Strumza. Et Strumza, connaissant l'allemand, travaillait comme ingénieur. Et je lui dis, écoute, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose pour moi? Je lui dis ce que je faisais, que je préparais Centrale, etc. Et, il me dit, on va essayer, on va essayer. Et il avait quand même suffisamment de pouvoir. Autrement dit, c'était l'un des rares qui avait la capacité de se balader dans l'usine. Pourquoi faire? Parce qu'il prenait des relevés, il faisait des relevés de plan et il parlait. Alors, après être resté plusieurs semaines à l'extérieur, il est arrivé à me faire rentrer de nouveau. Je suis devenu un tourneur spécialiste et je travaillais de nuit. Et nous n'étions que 50. 50 à travailler de nuit dans l'ensemble de ce commando de l'Union qui avait 1200 personnes.
Et à ce moment-là, eh bien, surveillance est obligatoirement main grande la nuit. Donc, le nombre de tubes d'aluminium de 8 ou 10 mm qu'on a pu ramasser, que l'on a pu prendre au magasin, et puis des morceaux de chrome nickel pour fabriquer quoi? Pour les Polonais ariens en particulier qui recevaient des colis, pour leur faire des fumes-cigarettes, incroyable mais vrai, des fumes-cigarettes, et pour leur faire soit une bague, soit une croix. Dont ils étaient très friands, et cela, bon, ça valait une ration de pain, 2 rations de pain, et par conséquent, ça nous a permis, ça m'a permis de dire, et ça m'a permis d'aider d'autres camarades. Donc cette solidarité dans cette chaîne, c'était d'abord pour soi et ensuite pour les autres, autant que faire se peut. Mais dans ce camp où je voyais, moi toujours je m'interrogeais et je disais en définitive, ce type de vie ne peut pas durer. Et c'était toujours avec l'idée, bah, tout a une fin. Par conséquent, ça aussi, où nous allons mourir, où nous allons être libérés, mais manifestement, je sentais que cela ne pouvait pas continuer. Et lorsque nous avions très faim, moi, je me souviens, c'était toujours cette chose, on regardait, lorsqu'il y avait des gens qui mangeaient, on les regardait manger, c'était quelque chose qui... Votre estomac, vos yeux et l'ensemble des choses où lorsque la nourriture passait, il faut avoir eu faim pour se rendre compte de ce que c'est.